Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Bioclimatologie au Bénin, c'est la thématique autour de laquelle va s'articuler le présent numéro de Science au Labo, épisode 5. Nous sommes au sein du laboratoire Pierre Pagné, Climat, Eau, Écosystème et Développement, la CED-UAC. Patrice Bocor est celui que nous avons l'honneur de recevoir sur ce numéro pour décortiquer la thématique. Il est maître assistant et membre du LACED-UAC. Patrice Bocor, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir honoré de votre présence. Je suis également en compagnie de Cyril Bonou. Cyril, bonsoir. Bonsoir à vous, Gilbert Tagon. J'espère que vous êtes prêts. Bien. Science au labo. Science au labo. Science au labo, une saison consacrée au climat, à l'eau, les écosystèmes et le développement. Science au labo. Science au labo. Nous sommes au laboratoire Pierre Pagné. Pierre Pagné. Nous pouvons déjà commencer par demander à notre invité, Patrice Bocor, de nous parler de ses débuts avec la science, comment il a commencé par aimer la science. Ce sera comme un entrée de jeu. Merci beaucoup, monsieur. Alors, comment j'ai commencé par aimer la science? Disons que c'est une histoire un peu particulière, disons que c'est une histoire un peu familiale. Et vous savez, je suis né dans une famille où, bon, notre père était quelqu'un, si tu veux bien t'entendre avec lui, c'était tu dois travailler. Et lui-même, il était si bien connu que ça fait que quand on était nos cours primaires, secondaires, dès que les enseignants qui nous gardaient ont été des étudiants. Donc quand quelqu'un entend ton nom, il dit ah tu connais, ils ont fait dire ah mais c'est bien, il faut faire comme lui. Voilà. Donc déjà tout enfant ça créait chez nous cette forme d'admiration et déjà on se disait ah, nous-mêmes on veut demain qu'on parle aussi de nous comme ça, c'est un peu comme ça qu'est né notre amour de la science. Ok, parlons déjà du sujet. Que peut-on déjà comprendre par bioclimatologie? Alors, quand on parle de la bioclimatologie, si je peux me permettre ainsi, on va dire que c'est une partie de la climatologie appliquée. C'est l'effet du climat sur l'être vivant de façon globale. Donc, dans l'être vivant, il faut voir les végétaux, les micro-organismes, les animaux et l'être humain. Donc, de façon ramassée, la bioclimatologie, c'est l'effet du climat sur ces êtres vivants. La bioclimatologie vous permet donc d'étudier quels sont les effets du climat sur les êtres vivants en général. Oui, c'est bien ça. En tant que scientifique et déjà enseignant-chercheur et vous vous intéressez à cette thématique, quelles sont ces raisons-là qui sous-tendent votre intérêt pour cette thématique-là? Bon, c'est vrai. Bon, disons que on sait déjà au niveau de la géographie, il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches dans la climatologie. Moi, je me suis intéressé à l'aspect de la bioclimatologie parce que c'est une science un peu complexe. Parce que d'abord, vous avez d'abord ce qui est science dure, la climatologie à part avec toutes les variables. Mais après, il y a maintenant l'aspect physiologie. Bon, pour avoir fait une série scientifique, démarrer avec une série scientifique, donc j'étais toujours intéressé par tout ce qui concerne la physiologie, la biologie. Donc, être en mesure d'appliquer la climatologie avec la physiologie, ça fait quelque chose qui m'ont toujours, que j'ai toujours trouvé croustillant. Donc, c'est comme ça que je me suis un peu intéressé à cette science-là.
Okay. Puisque nous parlons déjà de la bioclimatologie au Bénin, parlez-nous des types de climat et de microclimat que nous avons. Alors, souvent quand vous posez la question comme ça, le risque de mal répondre est élevé. Parce que quand on parle de type de climat, microclimat, je vais vous répondre en tant que climatologue et non en tant que bioclimatologue. Parce que si on est en bioclimatologie, les types de climat qu'on doit déterminer sont plus liés au type de temps. D'accord. Donc vous voyez, donc là on est obligé de parler des temps de mois d'août, vous savez, les temps d'harmattan, voilà. Les temps de pluvieux. D'accord. Et vous voyez, donc voilà ces types de temps qu'on peut trouver si on veut parler de bioclimatologiquement parlant. Donc là, nous avions 4 types de temps bioclimatiques. Voilà. L'harmattan, la saison sèche, la saison pluvieuse et le temps du mois de mai, juillet et août. Oui. Et quelles sont alors ces caractéristiques, pardon? Et caractéristiques de quoi exactement? De ces types de temps, voilà. Quand on parle de la bioclimatologie, on va parler de... D'accord. Alors, quand on veut parler de caractéristiques, en fait, ces types de temps sont caractérisés par la combinaison des différents éléments qui dominent dans ces temps. Donc, par exemple, si on prend le temps du mois d'harmattan, on sait que c'est un temps où le vent est plus frais. D'accord? Surtout au début de la matinée. Alors que quand vous rentrez dans la soirée, le vent est toujours frais, mais l'intensité du soleil est beaucoup plus élevée parce que le ciel est plus dégagé. Vous voyez? Donc, on sait que maintenant, c'est la fraîcheur c'est la caractéristique qui domine, c'est la fraîcheur du vent. Alors, quand vous êtes dans un temps de pluie ou de mois de mai à juin, on sait que c'est les hauteurs de pluie qui dominent. Donc, l'humidité est beaucoup plus forte pendant cette période-là. D'accord. Alors, quand vous êtes, je ne sais pas quel type de temps vous avez encore dit. La saison sèche. La saison sèche. C'est vrai, il faut faire ici, c'est vrai, on fait un distinguo entre l'harmattan et la saison sèche. Parce que l'harmattan, c'est parfois dans les décembre, janvier, début janvier, alors que la saison sèche prend une période beaucoup plus longue. La saison sèche, le conséquent, c'est la cécité de l'air. L'air est beaucoup plus sec. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'absence ou bien le baisse des hauteurs de pluie pendant cette période-là. Donc la cécité de l'air est beaucoup plus généralisée. Et l'intensité de la chaleur est aussi beaucoup plus forte pendant cette période-là. La saison pluvieuse? Bon, oui, la saison pluvieuse, comme je l'ai dit, c'est l'humidité beaucoup plus forte. Alors, pendant certaines périodes de saison pluvieuse ou bien transition entre les saisons, parfois, non seulement l'humidité est élevée, mais l'intensité de la température influence aussi avec la combinaison de l'humidité, fait qu'il y a une sensation de touffeur pendant certaines périodes. Mais dès que la pluie tombe après, donc la pluie, décharge l'humidité qui est dans l'air et donc vous sentez un peu plus fraîcheur, c'est ce qu'on dit après la pluie au beau temps. Ok, et la variation du temps n'a-t-elle pas des effets sur la santé des populations? Oui, évidemment, la variation du temps a des effets sur la santé des populations. D'ailleurs, même quand on parle de la bioclimatologie de façon générale, il y a certaines branches comme la climatopathologie qui essaie de voir l'effet du climat sur la recrudescence de certains types de maladies. Donc, maintenant, il y a des effets qui sont directs et des effets qui sont indirects. Par exemple, on prend par exemple le cas de paludisme. Quand on fait la corrélation entre les différents paramètres du climat, je vais parler le vent, l'humidité et les hauteurs de pluie avec l'évolution du paludisme, on se rend compte que les taux de paludisme sont plus élevés souvent vers la fin des saisons de pluie. Parce que vous savez, parce que pour qu'il y ait paludisme, c'est qu'il y a eu une moustique anophèle qui vous a poussé. Pour que l'anophèle, il faut qu'il y ait eu des stagnations, des masses d'eau. Donc, souvent, c'est vers la fin des saisons que les hauteurs de pluie étant plus ou moins importantes ont plus stagné ou bien la végétation est beaucoup plus abondante qui abrite ces trucs-là. Donc, il y a plusieurs maladies comme ça qui sont dans les conditions ou bien la recrudescence est favorable à cause du temps qu'il fait ou bien du temps qu'il a. Oui, vous venez de parler de la saison pluvieuse qui est une variation de temps et en dehors de cette saison. Oui. Les autres variations de temps n'ont-ils pas d'effet sur... Oui, exactement. Par exemple. Oui, l'harmattan par exemple. Vous savez, l'harmattan, c'est un vent qui vient au niveau... C'est un vent qui souffle depuis le Sahara, un peu avant le Sahara. Oui. Et donc, quand le vent traverse le Sahara, ça se dessèche. Et donc, se charge des pollens avant de revenir au niveau de descendre vers le continent. D'accord? Donc, enfin, c'est toujours sur le continent. Donc, on descend vers les côtes, je veux dire. Alors, quand c'est comme ça se charge des pollens au niveau du désert.
Et donc, en descendant, en descendant vers les côtes, donc, ces vents qui sont chargés de pollen, là, parfois sont des pollens ou bien des éléments, des bactéries qui peuvent donner des maladies comme les conjonctivites ou bien les méningites. Donc, vous allez voir qu'il y a des périodes d'amatant, de saison sèche, on voit souvent ces cas de maladies de conjonctivite, de méningites et de méningite pendant cette période-là. D'après tout ce que vous venez de dire, quel est le rôle principal de la bioclimatique? Alors, quand on veut parler du rôle principal de la bioclimatologie, en fait, la bioclimatologie essaie de prévenir contre les risques de temps favorables, enfin défavorables pour la santé des populations. Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre la position du bioclimatologue avec le médecin. Oui. Le bioclimatologue ne va pas vous dire, bon, ah non, il faut prendre tel complément, il faut faire ainsi de suite. Donc, le rôle, c'est de dire, parce que le climatologue est un peu comme l'historien du temps. Donc, on s'occupe généralement, et on utilise des données déjà historiques, c'est-à-dire c'est passé qu'on utilise pour pouvoir dire. Donc, à partir de ça, on fait des simulations. Par exemple, c'est que si le temps est un peu cyclique, quand c'est s'est passé comme ça, le risque que ça se répète est élevé. Donc, si on utilise tel cas, on peut dire aux gens, si la variabilité continue comme ça, dans telle année, vous pouvez encore avoir tel cas. Donc, c'est un peu ça le rôle de la bioclimatologie. Vous avez tantôt parlé de ces types de variations de temps que nous avons. Oui. Vous avez parlé de l'harmattan, la saison sèche, la saison et d'autres types de variations aussi. Et quelles sont ces études-là que vous avez effectuées dans le canevas de chacune de ces variations-là, parlant surtout de la bioclimatologie en tant qu'étude des effets du climat sur les êtres vivants en général? Vous savez, il y a eu beaucoup d'études en bioclimatologie. Si on doit faire un peu l'historique, la bioclimatologie a commencé un peu au lendemain de on peut dire après la thèse du professeur Bocor en 88, parce que la première publication en bioclimatologie au département, il me semble que c'était en 89. Mais la bioclimatologie a réellement pris le pas à partir de 98, après la thèse du professeur Oussou Christophe. Oui. Donc, après 98, il y a eu beaucoup de... à l'heure actuelle, on a dénombré officiellement, parce qu'on n'a pas encore pu avoir tous les autres documents qui sont restés dans les rayons. On a démontré jusqu'à à peu près dans environ de 115 publications officielles en bioclimatologie. Et ces publications touchaient un peu à pratiquement toutes les branches de la bioclimatologie humaine. Seulement, il faut dire que les branches où les gens sont plus intéressés, c'est plus l'effet du climat sur la santé des enfants. Donc, vous allez voir souvent les études qui poussent l'effet du climat sur la santé des enfants de 0 à 5 ans, ou bien de 0 à 15 ans, ou bien de 5 ans à 15 ans. La plupart des études sont plus basées sur ça, parce que les enfants sont comme la génération future. Donc, le Béninois aime beaucoup son enfant. Oui. Donc, la plupart de ces études sont plus axées sur ces aspects de la chose. Avant que nous venions sur les résultats que vous avez obtenus à partir de ces travaux qui sont effectués sur la question, on aimerait bien savoir que, si vous-même vous avez effectué d'autres travaux sur la question, parce que nous pensons, et c'est vrai, que vous êtes dans le domaine et vous vous intéressez à la question. Est-ce qu'en dehors de ces travaux qui sont effectués sur la bioclimatologie au Bénin, vous avez effectué d'autres, toujours dans le cadre de l'étude des effets de ces types de variations de temps sur les êtres vivants en général? Oui, moi je me suis un peu intéressé plus sur l'aspect les types de temps favorables pour les activités récréatives. Voilà. C'est-à-dire pour le tourisme, parce que le tourisme aujourd'hui, vous savez, c'est vrai que c'est embryonnaire chez nous, mais l'intérêt pour le tourisme est de plus en plus grandissant. Et je trouve que quand on parle de réchauffement climatique aujourd'hui, il ne faudrait pas négliger cet aspect de la chose. Si on veut accueillir beaucoup de touristes et assurer le développement des touristes, il fallait tenir compte du temps que nous avons ici pour voir les touristes qui viennent ici, là, quels sont les temps qu'ils préfèrent. Parce que c'est vrai, il faut d'abord la disponibilité, il faut avoir les moyens, mais il faut aussi le temps. Si vous venez pendant une période où il pleut trop ou bien il fait trop chaud, ça ne favorise pas trop l'affaire. Exactement. Maintenant, actuellement, on est aussi en train de s'intéresser
autant favorable pour le travail. Parce qu'on s'est rendu compte que notre calendrier scolaire est généralement calqué sur le calendrier de colons. Généralement, c'est vrai qu'il y a des changements généralement. Mais ça fait que on vous a pendant l'année scolaire, à un moment donné, à partir de 14 heures, l'étudiant ou bien l'apprenant n'est plus du tout concentré pour pouvoir suivre. Vous-même, enseignant, vous-même, vous sentez que vous avez fatigué. Exactement. Donc, on a de faire une étude de façon générale avec le professeur Oussou et le professeur Vicin et pour pouvoir faire des indications à l'autorité pour lui montrer que si il y a des périodes où il faudra changer les heures de travail ou bien au moins au niveau du calendrier scolaire pendant certaines périodes. Donc on s'intéresse aussi à cet aspect-là. Vous venez tantôt d'ouvrir une fenêtre sur ces différents travaux-là qui sont effectués dans la bioclimatologie. Vous avez tantôt parlé de ces travaux qui ont pris en compte les effets des variations de temps sur comment ces travaux se sont intéressés à l'effet des variations de temps sur les enfants. Comment les enfants sont plus vulnérables à la question. Oui. Tantôt. Et après ça, vous avez parlé de ce que vos travaux se sont beaucoup plus intéressés au temps favorable au tourisme et autres. Et vous pensez également travailler à l'amélioration du temps pour les calendriers scolaires. Pour les calendriers scolaires. Nous parler des résultats que vous avez obtenus à partir de ces différents travaux concernant les travaux qui ont pris en compte la vulnérabilité des enfants par rapport à ces différents temps de variation. Et oui, pour la vulnérabilité des enfants de 0 à 5 ans, pour ceux dont je me rappelle, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les enfants sont... Vous savez, de 0 à 5 ans, le système immunitaire des enfants est encore un peu fragile. Donc, tout n'est pas encore mis en place. Et donc, ça veut dire que c'est souvent le rôle des parents de s'occuper de la protection des enfants dans cette tranche d'âge-là. Donc, on s'est rendu compte surtout pendant les périodes d'harmattan, pendant les périodes de saison sèche, la forte température, la forte chaleur plutôt, quand les chaleurs, parce que ça c'est une combinaison de température et d'humidité, parce que la température au thermomètre peut être élevée, mais la chaleur n'est pas immédiate. C'est la combinaison avec l'humidité qui fait que on sent une certaine sensation de chaleur ou bien et d'étouffeur. Donc la forte sensation de chaleur fragilise encore plus l'état de santé des enfants. Or, quand l'état de santé des enfants est fragilisé, cela ouvre la porte aux différents types, à des bactéries ou bien à des virus. Et donc, facilement, il suffit que vous ténuez, même si vous êtes à 2 mètres d'un enfant, il faut que l'enfant puisse être atteint d'une maladie ou bien d'une autre. Donc, ça fragilise plus, il y a des dividendes qui fragilisent plus la santé des enfants. Donc, oui. Avant de venir... aux résultats que vous avez trouvés à partir de vos travaux effectués concernant le tourisme et autres. Restons toujours dans ce champ des travaux qui se sont intéressés à la vulnérabilité des enfants vis-à-vis de la variation des temps. Ce que nous constatons et qui est déplorable souvent, c'est que les travaux effectués dans les laboratoires sont toujours dans les laboratoires et ne descendent pas sur les milieux concernés. Est-ce que vous pensez que ces travaux qui sont effectués sont vraiment utilisés? Et si oui, quels sont les défis que vous avez pu relever à partir de ces travaux-là? Vous venez de poser la grande question entre la recherche et la recherche-développement ou la recherche-action. En fait, vous savez, le chercheur n'a pas le pouvoir de décision. C'est les hommes politiques qui ont le pouvoir de décision. Vous cherchez, vous allez publier, vous pouvez même faire des résumés, des mémos techniques pour envoyer à l'autorité. Mais c'est à l'autorité de décider si c'est pertinent ou pas, ou bien si ça rentre dans sa politique pour pouvoir prendre des décisions. Nous, on fait ce qu'on peut faire dans la mesure du possible et dans la mesure de l'impossible. Maintenant, bon, vous savez, on ne peut pas forcer la main. Dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Même si on montre la pertinence, quand le programme en place ne prend pas en compte, mais on ne lâche pas, comme les autres, on ne lâche pas l'affaire. On veut juste exhorter, on continue toujours d'exhorter les politiques, parce que le problème est quoi? Même quand vous êtes scientifique et vous passez de l'autre côté, le système n'est pas la même chose. Peut-être que vous avez bonne idée, mais dès que vous rentrez, vous changez de système, le comportement change en même temps. Et quel est l'état des lieux actuels? Et
l'état des lieux en matière de la science ou bien en matière des actions? En matière des actions, puisque vous travaillez, et ces travaux s'intéressent à la vulnérabilité. Je suis toujours dans le champ de ces travaux-là qui s'intéressent à la vulnérabilité des enfants vis-à-vis des variations de temps. Quel est l'état des lieux? Est-ce que toujours, jusqu'à cet instant, on peut dire que ces types de variations de temps dans l'étude bioclimatologique continuent d'affecter les enfants, ou du moins il y a des solutions qui sont trouvées en la matière? Vous savez, il y a des solutions trouvées en la matière parce que, par exemple, les études en matière pour déterminer qui ont déterminé la vulnérabilité des enfants, par exemple pour le paludisme, vous voyez, pour le paludisme, c'est vrai que il y a par exemple, c'est vrai que c'est financé par les organismes internationaux, les organisations internationales, et qui font que, par exemple, on fait des campagnes pour les périodes, on sent que où on a fait des études, on sait qu'il y a des périodes de risque, on commence à faire des campagnes et des sensibilisations. Vous allez voir, parfois on distribue des moustiquaires. Donc, c'est des choses qui se font. C'est vrai qu'on ne dit pas, on ne met pas les pour dire, c'est parce qu'on a fait une étude bioclimatologique. Oui. Mais c'est fondu. On reconnaît quand même que ces actions découlent des choses découvertes à partir des recherches. Exactement. Nous aboutissons à présent à votre travail, ou du moins à vos travaux qui se sont intéressés au temps favorable au tourisme au Bénin. Quels sont ces résultats auxquels vous êtes parvenus? Et on peut comprendre à partir de cette émission quels sont ces temps-là qui sont favorables au tourisme au Bénin. Alors, quand on a fait des études par rapport au temps favorable au tourisme au Bénin, on a d'abord identifié plusieurs types de temps. On a environ de 5 à 6 types de temps. Nous avons d'abord... Quels sont alors ces types? Et il y a d'abord le temps qu'on a appelé le temps le très beau temps ensoleillé. Très beau temps ensoleillé. Oui, le très beau temps ensoleillé, c'est le type de temps que demande généralement quelqu'un qui veut mener une activité récréative de façon générale. Quand vous décidez de sortir, de vous promener, vous devez d'abord qu'il y ait le soleil. Parce que vous savez, le tourisme à l'origine, ou bien un peu après l'origine, il y a 3 éléments qui intéressent le tourisme. C'est ce qu'on appelle les 3 S. Il y a ce qu'on appelle le son, le si et le sand. Vous devez avoir d'abord le soleil, vous devez avoir la plage, le sable, et vous devez avoir la mer. Donc ça fait que quand on s'intéresse, quand on parle, normalement quand on fait la publicité du tourisme, les gens vendent le soleil. Parce que parfois ça intéressait les gens qui étaient dans un pays où il fait froid, où on veut aller voir le soleil. On dit, je suis allé à la plage. Donc, ça fait partie des éléments qui attirent plus là. Donc, quand vous êtes dans un pays où la durée d'insolation est supérieure à 9 heures, ou bien entre 9 heures et 10 heures, on estime que voilà. Donc, il y avait le très beau temps ensoleillé. Le très beau temps ensoleillé s'oppose au temps qu'on appelle le temps pourri. Le temps pourri. D'accord. Le temps pourri, c'est le temps où il pleut. Il pleut abondamment, comme on a eu le 22 juin. Il pleut du matin au soir. C'est que le problème, vous savez, l'homme aime la liberté. C'est que quand vous êtes ici, vous ne voulez pas sortir. Dès qu'on ferme la porte, vous dites, pourquoi ils ont fermé la tête, je veux sortir. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, même si vous n'avez pas envie de sortir, quand il va pleuvoir, vous êtes mécontent déjà. Pourquoi il pleut encore? Alors que vous n'avez aucun programme. Donc, c'est un temps, on estime que c'est totalement pourri. Ça gâche votre journée, même si vous n'avez... Donc, entre ces deux temps, il y a ce qu'on appelle le temps avec bref épisode pluvieux. Alors, quand c'est le temps avec un bref épisode pluvieux, c'est un temps où vous commencez la journée, où il ne commence pas à pleuvoir légèrement. Mais la hauteur de pluie n'influence pas autant la suite des activités dans la journée. Donc, ça ne vous oblige pas à changer l'activité ou bien à annuler le programme. Donc, après, c'est le temps qu'on retrouve parfois un peu en août, au début d'août ou bien au début, août-septembre. Ensuite, nous avons le temps chaud et lourd. C'est un temps qui n'est pas agréable pour les gens qui quittent un pays à climat tempéré ou bien climat méditerranéen. Donc, parce que la fraîcheur là-bas contraste trop avec la chaleur d'ici. C'est le temps qu'on trouve en mars-avril. Même chez nous aussi, il y a des Africains ou des autochtones béninois même. Pendant cette période-là, il fait tellement chaud que les gens dorment dehors. Donc, c'est aussi un temps qui n'est pas favorable pour... Maintenant, ça peut être favorable pour un touriste africain qui se trouve dans la même zone ouest africaine. D'accord? Il y a encore le temps avec le vent fort.
Le temps avec c'est le cinquième temps. Ouais, c'est le temps avec le vent fort. C'est un temps qui est agréable pour quelqu'un qui vient d'un climat type océanique ou bien d'un climat de montagne. Donc, il y a beaucoup de vent, une certaine fraîcheur. Cette fraîcheur-là, revigore certaines personnes, nous aiment ça. Alors que d'autres, ça sape. Et la chaleur au niveau de la peau, ils commencent par grelotter. Donc, ça dépend du type, de la provenance des touristes ou la préférence de ce type. Vous avez bien fait d'étudier ce type de temps et ce en quoi il consiste. Et quelles sont les relations que vous avez établies entre ce type de temps-là et le tourisme? Et bon, évidemment, on s'est rendu compte que c'est vrai, on s'est accentué sur deux aspects pendant cette période-là. On s'est d'abord intéressé aux touristes pour voir. Ils sont déjà là. On pose mettre la question. Oui. Maintenant, vous êtes là. Parce qu'il y en a qui sont là sans se renseigner sur le temps. Oui. Maintenant, il y en a qui sont là parce qu'ils se renseignent sur le temps. Donc, ça permet de faire la part des choses. Vous dites, bon, vous êtes là maintenant. Est-ce que vous avez préféré? Quels sont les thèmes que vous aurez préférés? Est-ce que le temps qu'il a fait? Donc, ça permet de déterminer l'engouement des gens par rapport au type de temps qu'ils font. Mais de façon générale, on a vu qu'il y a d'abord le très beau temps soleil qui prime d'abord. Et maintenant, le très beau temps soleil, heureusement, malheureusement, surtout dans les périodes de fin d'année ou début d'année. Et donc, on s'appelle que le type de tourisme est plus à pratiquer, c'est le tourisme familial, le tourisme des affaires, comme on le dit. Et donc, ensuite, en seconde, c'est le temps avec le vent fort. Le temps qui vient en deuxième position. Et c'est ça, on retrouve souvent dans les périodes de vacances. En juillet, août, on trouve un peu ce type de temps-là. Donc, ça ouvre un peu la voie à plusieurs autres activités touristiques, ces deux types de temps-là. Le temps que tous les touristes détestent, c'est le temps pourri. Donc, il est très rare de voir venir les touristes pendant les mois de mai-juin. La saison pluvieuse. La saison pluvieuse. Bon, il est vrai qu'il y a des types des activités touristiques qui nécessitent qu'on vienne pendant les périodes de pluie. Oui. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont observables seulement pendant cette période-là. Mais souvent, c'est les touristes scientifiques. Oui. Donc, ils veulent observer quelque chose de très spécifique. Mais souvent, il n'y a pas l'engouement pour ce type d'activité touristique n'est pas trop élevé chez nous ici. D'autres travaux effectués dans la bioclimatologie se sont intéressés et à d'autres départements aussi de travail. Et vous l'avez dit tantôt, en dehors de ces études-là qui se sont intéressées à la vulnérabilité des enfants au marathon de temps, vous avez aussi parlé de vos travaux qui, eux, se sont intéressés au type de temps favorable au tourisme. Vous avez aussi dit qu'il y a d'autres travaux qui sont intéressés et à l'agriculture, ou du moins sur les périodes favorables pour les heures de travail, c'est ça? Voilà, c'est ce que je m'en vais vous demander. Oui, pour les heures favorables pour le travail, disons qu'on a pour le moment les résultats auxquels on a sont les résultats préliminaires. Le truc là, on n'a pas totalement encore fini. Donc sinon c'est le résultat pour voir si est-ce qu'il faut changer le calendrier scolaire. Voilà. Avec les tendances, la variabilité climatique aujourd'hui. Mais pour le moment, juste là où on est arrivé, on se rend compte que il y a les périodes, surtout les périodes de mars, avril, mai, les cours de l'après-midi sont les cours qui sont pénibles pour les apprenants et aussi pour les enseignants. Au moins pendant cette période-là, on s'est rendu compte que, parce que l'attention n'est plus la même chose. Donc, de toute façon, quand on va finir, vous allez voir les résultats, on va les proposer ça à l'autorité pour voir est-ce qu'il faut opter pour les cours demi-journée pour toute une année. Voilà. Donc, alléger le programme pour que voir ce que ça va donner. De toute façon, on va voir tout le mois. Bon, mais sinon, on n'est pas encore les résultats définitifs. Les résultats définitifs ne sont pas encore sortis. Voilà. Ok. Alors là, un climatologue peut-il être confondu à un médecin? Non. Si vous dites ça, les médecins ne sont pas d'accord avec vous. Et vous l'avez dit tantôt aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est que le risque de la confondre est un peu élevé parce que le bioclimatologue parle de la santé d'une manière, parce que c'est le climat et la physiologie, la biologie. Alors que, vous savez, on ne peut pas les confondre dans la mesure où la plupart des médecins, pas tous les médecins, la plupart des médecins sont formatés de telle manière que c'est pour guérir. Ils sont formatés pour guérir. Donc, c'est quand vous êtes malade qu'ils s'occupent de vous. Alors que le bioclimatologue n'est pas dans cette perspective-là. Nous, on est plus dans une perspective de prévention pour voir avec les ambiances, les risques auxquels vous êtes exposés.
Parce que la bioclimatologie n'explique pas tout. Donc, on sait qu'il y a des paramètres climatiques. Selon la tendance, ça peut fragilité ou bien des portes ouvertes pour des bactéries, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous, on ne s'occupe pas de l'analyse du sang, pour voir les virus, mais l'écologie, vous voyez tout ça là. Donc, il faut éviter. Mais le cours de bioclimatologie fait partie des branches qui sont enseignées dans les facultés de sciences de la santé. C'est vrai que ce n'est pas dénommé bioclimatologie, mais ce sont des cours qui prennent en compte les éléments de cette étude-là. Exactement. Quels sont les défis liés aux études entrant dans le cadre de la bioclimatologie au Bénin? Parce que plusieurs travaux s'effectuent et il est une chose indéniable que ces travaux sont de temps en temps en face de bien des défis. Et vous voudrez bien nous parler de ces défis-là auxquels sont confrontés les études entrant dans le cadre de la bioclimatologie au Bénin? Les défis de la bioclimatologie au Bénin sont un peu liés aux défis de la climatologie. Parce que vous savez, en climatologie, les problèmes qu'on rencontre, parmi les problèmes qu'on rencontre, il y a d'abord les données. Vous savez, quand vous êtes en climatologie, vous avez besoin de données pour pouvoir travailler. Or, vous savez, les stations que nous avons au Bénin qui vous mettent à disposition les données dont vous avez besoin sont les données, c'est-à-dire les données synoptiques. Nous avons 6 stations qui couvrent tout le Bénin, qui nous permet de parler, qui nous permet d'avoir les données comme le vent, la température, et l'humidité, ou l'insolation. C'est très insuffisant pour mener une étude à une échelle beaucoup plus fine. Vous savez, si vous prenez la plupart des études que nous avons, vous savez, c'est les études qui sont à l'échelle communale et à l'échelle départementale. C'est maintenant de plus en plus qu'on est en train d'asser à l'échelle arrondissement. Peut-être qu'à longue, à l'échelle quartier. Alors, imaginez, parfois vous êtes dans un contexte où vous devez, je sais pas, vous êtes à Calavi, il n'y a pas une station officiellement mise en place. Je sais pas, par l'Agence nationale de météorologie. Parce que quand vous installez une station climatologique ou une synoptique, il y a des normes internationales qu'il faut respecter. Donc, vous êtes à Calavi et vous devez faire une étude à Calavi. Je suppose que vous décidez de faire, par exemple, sur les ambiances bioclimatiques et la fréquentation des pharmacies. Pour voir si, quand il fait chaud, fait froid, je dis n'importe quoi, quand il fait chaud, fait froid, est-ce que les gens vont plus à la pharmacie? Peut-être après pour voir quel type de médicaments les gens prennent pendant l'étude. Vous êtes à Calavi. Voilà qu'il n'y a pas une station synoptique qui vous permet d'avoir tous les paramètres qui vous permettent de faire. Vous êtes obligé de prendre des informations de la station de Cotonou. Vous voyez, ça crée un décalage justement au niveau des trucs là. Donc, le principal défi, c'est d'abord les données. Si la politique en place peut permettre, peut mettre en place plus de stations, si même dans chaque commune, on peut avoir une station synoptique, ce serait bien. Ouais, ça fait à 77 communes. C'est peu si on compare dans d'autres pays, ils sont plus développés. Ils ont parfois des stations au niveau quartier. Vous savez que vous pouvez même travailler sur une vent pour savoir les microbioclimats. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'est d'abord les données. Donc on n'a pas suffisamment de stations pour pouvoir faire des données, pour pouvoir faire des études beaucoup plus fines. Voilà. Donc c'est le défi principal. Vous avez dit tantôt que il ne faut pas confondre le climatologue au médecin et que le rôle du climatologue est beaucoup plus centré dans la prévention. Et justement, il vaut mieux prévenir que guérir. Et nous traversons un temps sensible que tout le monde connaît, un temps de pandémie. Quels sont, en tant que bioclimatologue, quels sont ces conseils-là que vous avez à l'endroit de la population? Parce que vous savez quel temps nous traversons et quelles sont ces préventions-là qui peuvent être prises. Merci beaucoup. C'est vrai qu'avec cette crise sanitaire sur le corona, les tendances actuelles, mais sans pour les informations qu'on a eues juste là, c'est que un temps frais ou bien plus frais serait plus favorable pour pour que le pour la propagation du virus. Et donc, sous réserve d'avoir donc des résultats définitifs par rapport à cette étude, on aura tendance même à croire, quand on regarde l'élévation des des taux apparemment c'est vrai que ce temps de fraîcheur serait favorable pour. Donc, il faudrait que nous puissions prendre nos précautions.
et les gestes barrières, comme on l'a dit, le port de masque, et se laver régulièrement et la main avec le gel hydroalcoolique, et ainsi de suite. Alors, à l'endroit des populations, c'est de façon générale ce que je dis. Maintenant, pour le gouvernement, si on peut mettre des fonds, même des bourses à disposition pour qu'on puisse faire des études, parce que vous savez, la bioclimatologie étant complexe, fait peur à beaucoup d'étudiants. Dès qu'ils viennent, ils commencent pas à voir la complexité des choses, ils fuient en même temps. Et donc, peut-être qu'avec une bourse, ils sont peut-être plus motivés à pouvoir faire, parce que les études aujourd'hui avancées ont besoin de soutien. Voilà. On veut faire beaucoup de gens ont besoin de soutien. Donc, si le gouvernement en place peut mettre en place des bourses pour pouvoir aider les apprenants qui s'intéressent à la chose, ce serait bien. Pendant que cette émission tend vers sa fin, on aurait bien voulu demander et à notre invité Patrice Boko, quelqu'un qui suit cette émission, que peut-il retenir de façon succincte sur la bioclimatologie au Bénin? Alors, de façon succincte sur la bioclimatologie au Bénin, il faut retenir d'abord que quand on parle de bioclimatologie, c'est l'effet du climat sur l'organisme vivant. Oui. Et que donc, quand vous avez certains types, ou bien vous avez certains types de symptômes, ce n'est pas systématiquement que vous êtes malade. Je ne vous demande pas de ne pas aller à l'hôpital. Mais c'est parce que peut-être vous êtes exposé à certains types de temps, ou bien à certains courants d'air, ou bien à certains courants d'air. Et donc, nos parents déjà le savaient depuis longtemps. C'est ça qui fait que la bioclimatologie est considérée non seulement comme une science jeune à cause de la méthodologie, mais c'est aussi une science ancienne. La bioclimatologie au Bénin aborde pratiquement tous les domaines de la bioclimatologie humaine, que ce soit pour la récréation, et que ce soit pour les heures de travail, et que ce soit pour la santé humaine, la santé des hommes, surtout la santé des enfants, de 0 à 5 ans. Donc, les écrits sont là pour ceux que ça s'intéresse, pour ceux qui sont intéressés par ça, de se rapprocher du laboratoire. On va leur mettre à disposition les documents pour voir la sensibilité de notre organisme par rapport au temps qu'il fait. Il est une bien bonne chose, j'allais dire, que vous ayez étudié les temps, savoir quel temps est favorable à tel changement climatique dans l'étude de ces variations de temps-là. Mais il est aussi une bonne chose de quand même donner les précautions à prendre dans ces différents types de temps, puisque vous agissez beaucoup plus dans la prévention. Oui, absolument. Alors, pour le type de temps, vous savez, par exemple, on demande parfois aux gens ça. Les gens, autres apprenants, vous disent, ok, vous demandez à quelqu'un de venir au Bénin pendant le mois de mars-avril, qu'est-ce que vous lui conseillez? Voilà. Donc, sachant que le mois de mars-avril, c'est un mois où le temps est chaud et lourd, comme on le dit. Alors, on leur conseille la prochaine de venir avec un chapeau, avec les lunettes fumées, et opter pour les habits beaucoup plus légers. Parce qu'on va aussi opter pour les couleurs des habits un peu plus qui tendent vers le blanc. Parce qu'on estime, les études estiment que parmi les éléments qui peuvent influencer la sensation de chaleur, il y a les habits qui sont les habits dont la couleur tend vers le sombre. Donc, le noir, par exemple. Voilà, exactement. Donc, pendant une période, j'ai opté pour les habits qui sont beaucoup plus légers. Quand vous venez pendant la fin de l'année, décembre, janvier, on vous demande d'opter pour les habits beaucoup plus épais, les habits en laine, et de venir plus avec, je ne sais pas comment on appelle ça, le pullover et avec le pullover avec j'ai oublié le nom, qui cache les trucs là, d'opter pour les bottes en venant, d'accord. Ça c'est pour les trucs là. Maintenant, si vous venez pendant une période des périodes de mois d'août, on va savoir si vous venez si vous êtes climato-sensible ou non. C'est-à-dire que si vous êtes plus sensible au frais ou bien à la chaleur. Parce qu'il y a des gens, quand vous avez froid, eux, ils disent qu'ils ont chaud. Donc, quand vous êtes en mois d'août et que vous êtes climato-sensible, on va vous dire de plus vous couvrir, d'accord, d'éviter de vous exposer ou de sortir tard le soir. Parce que sinon, vous risquez de rentrer en grelottant. Et voilà les différents éléments que peut de façon ramassée. Vous l'avez dit dès l'entame que la bioclimatologie est cette étude-là qui s'intéresse aux effets du climat sur
l'être humain en général et aussi sur les micro-organismes. Mais depuis le début, nous avons pris juste l'aspect homme. Et quels sont les effets du climat sur les espèces végétales et aussi sur les micro-organismes, comme vous l'avez précisé? Alors, si je prends juste le cas des espèces végétales, là on parle de la bioclimatologie végétale. En fait, pour la bioclimatologie végétale, vous allez voir que les études sont plus des études parfois qui rentrent un peu en agronomie. Donc en agronomie, on peut voir est-ce que la température, si une plante est exposée à une très forte température, on peut commencer par perdre sa réserve d'eau. Donc la plante, quel est le thème on utilise? Bon, ok, la plante va perdre de sa réserve d'eau et commencer par mourir. Ça c'est le cas qu'on trouve le plus. Maintenant, si l'humidité est trop forte, est-ce que c'est une période favorable pour pouvoir faire du jardinage, mais pour pouvoir arroser plus la plante? Ça va déterminer maintenant quel type de plante. Si c'est des plantes qui absorbent déjà l'eau dans l'air, ou bien qui a besoin d'absorber par les racines. Donc il y a plusieurs différents paramètres là qui rentrent en ligne de compte quand on parle de la bioclimatologie. Et quels sont ces effets alors sur les animaux? Et pour les animaux, la bioclimatologie animale est un peu plus proche de ce qu'on appelle la zootechnique. Donc, ça permet de voir, par exemple, on utilise ça pour savoir si quelles ambiances bioclimatiques qui influencent, par exemple, les poules pondeuses. Ou bien pour voir, pour ceux qui font des élevages dans les bœufs, pour voir est-ce que les bœufs qui évoluent dans telle ambiance peuvent, en dehors de l'alimentation, la chair ça donne beaucoup plus de viande ou pas. Ou bien si c'est les vaches, pour voir est-ce que la qualité du lait est plus élevée ou bien est moins élevée. Donc voilà les différents effets qu'on a. Parlant de ces paramètres-là, vous les avez étudiés parce que c'est votre domaine de prédilection. Quels sont quand même vos mots à l'endroit des acteurs de ces domaines-là? Nous parlons de la bioclimatologie végétale et animale. Et c'est vrai, pour ceux qui ont déjà la formation, parce qu'il y a différentes formations pour pouvoir, au cours de leur formation, leur apprendre ces différents éléments, parfois sans même qu'ils ne se rendent compte que c'est de la bioclimatologie animale ou bien de la bioclimatologie végétale. Quand vous rencontrez un jardinier ou bien un fermier ou bien un agronome, vous allez vous parler de la bioclimatologie. Sans savoir que c'est la bioclimatologie. Donc, c'est peut-être ceux qui sont formés sur le tas, donc qui sont intéressés à la pratique, qui sont faits, qui n'ont pas conscience, mais qui n'ont pas la notion de ces différents éléments. Maintenant, si ceux qui nous écoutent se rendent compte que c'est des domaines qui touchent un peu aux activités qu'ils font ou qui n'ont pas la notion, on va se rendre disponible pour les aider dans la mesure du possible. Aucune recherche n'est facile. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes au sein de vos laboratoires, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, c'est toujours les difficultés de... manque de moyens. Manque de moyens. Vous savez, vous avez parfois des idées qui peuvent... qui peuvent aider au développement. Vous savez, quand on parle de bioclimatologie, ça s'intéresse aussi au vestimentaire. Normalement, quand on fait des études bioclimatiques, on se fait des prévisions pour savoir voilà le risque de fraîcheur qui a le risque de chaleur. Donc, normalement, quelqu'un qui est informé à ça, si vous devez commander des balles, vous devez spécifier les types d'habits qui doivent être dans votre balle avant de venir. Voilà. Ouais, actuellement, si vous parcourez la ville de Cotonou, vous allez voir que ceux qui vendent des friperies, actuellement, les tendances pour les habits ne sont pas encore les tendances pour les habits en laine ou bien pour protéger contre le froid. Voilà. Vous allez voir, c'est quand on souhaite totalement la fin de mois. Doute maintenant que vous allez voir, les gens ont commencé par vendre des pulls verts, des trucs à capuchon. Ça devient cher. Ça devient très cher. Alors que si on a déjà fait l'étude, on souhaite déjà que c'est maintenant qu'il faut vendre. Donc, il y a aussi pour l'industrie de l'alimentation. Vous savez, quand on parle de bioclimatologie, c'est aussi la sensation de confort et d'inconfort. Vous savez, quand il fait frais, vous avez plus tendance, l'habitude humaine a plus tendance à prendre quelque chose qui va lui donner chaud. Ou bien parce que quand vous avez froid, votre organisme essaie de lutter contre le froid. Donc ça dépense la réserve énergétique qui est en vous, les lipides, les glucides. Donc systématiquement, votre cerveau commence par stimuler, vous amener vers les aliments qui peuvent vous aider à combler ce vide-là. Donc vous avez plus tendance à manger un peu plus gras. Vous voyez?
Donc ça fait que dans l'alimentation aussi, la bioclimatologie fait du classique. Donc vous êtes un pacha de l'alimentation, vous avez plus tendance à faire des productions pour appeler les clientèles, pour adapter aux besoins des clientèles. Donc nous avons, c'est vrai, les problèmes de moyens. Parce que quand vous avez un type seul, vous ne pouvez pas le faire. Et les dévanciers sont parfois au bord de la retraite. Et donc il faut quand vous appelez les jeunes aujourd'hui, quand il n'y a pas quelque chose qui les motive, ils n'ont pas envie de faire. La recherche aujourd'hui, c'est la recherche on a besoin de moyens pour pouvoir faire la recherche. Alors, cette émission tire déjà vers sa fin. Quels sont ou qui sont les pionniers de la bioclimatologie au Bénin, plus précisément à l'université d'Abomey-Calavi? Quand on parle de la bioclimatologie au Bénin, bon, le premier qu'on cite souvent et qu'on peut citer, c'est d'abord, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord le professeur Bokor, parce que il avait fait une thèse qui englobait pratiquement tous les domaines de la climatologie, dont la bioclimatologie. Et donc, mais quand on parle de professeur Michel Bokor, il est plus considéré comme l'un des patriarches de la géographie béninoise. Donc, quand on parle de la bioclimatologie au Bénin, c'est plutôt le professeur Oussou Christophe Segbe qu'on considère comme le père de la bioclimatologie au Bénin. Et quels sont alors vos travaux, les travaux que vous, même en tant que bioclimatologue, vous aviez effectués pour apporter un de plus dans ce domaine? Et comme je l'avais dit tantôt, c'est vrai qu'on a commencé par nous intéresser au bioclimat avec la santé des populations. Ensuite, on s'est rapproché de la santé des enfants. Et finalement, on s'est plus accentué sur les types de temps avec les activités récréatives. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des activités ou du moins des projets que vous avez toujours dans le cadre des études en bioclimatologie au Bénin? Oui, les projets, bon, c'est pas les projets à part entière purement bioclimatologie, ce sont des projets qui rentrent en ligne de compte dans d'autres projets beaucoup plus globaux. Voilà. Quel est alors votre mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission? Que Dieu m'en préserve. Alors, comme pour finir, on va dire que en fait, que ce que nous ayons conscience ou pas, nous sommes tout le temps, l'individu est tout le temps en contact, en train d'échanger avec son milieu. Voilà. Et donc, que vous soyez, et quelle que soit votre position géographique sur la Terre, vous êtes toujours influencé par le temps qu'il fait. Et voilà, donc nous tenons compte de ces aspects-là quand nous parlons de notre santé et de nos activités récréatives, et pour notre bien-être et pour le bien-être de nos activités. Et protégeons-nous contre le corona aussi. Merci à vous. Merci. Science du 28 juillet 2020, stop et fin. Nous avions parlé de la bioclimatologie au Bénin avec le docteur Patrice Bokor. En studio, je suis Gilbert Agon, Cyril Bonou, Ariel Bada nous a assisté techniquement. Retrouvez toute l'équipe de Charlotte et Zebada le jeudi prochain dès qu'il sonnera 15h15. Bonsoir chez vous.